Salut, c'est B-Boy Lilou et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Lilou? Ça va bien. T'arrives d'Algérie, là? Ouais, franchement, arrivé d'Algérie, et bien fatigué, mais content d'être là. Merci, t'as fait une nuit blanche pour être là. Ouais. T'es né en 1984. T'as grandi à Vaux-en-Velin, près de Lyon. T'as la double nationalité française-algérienne. T'es une des légendes de la danse hip-hop. T'as été plusieurs fois champion du monde en solo et en équipe. Pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas trop ce que tu fais, on va regarder tout de suite un petit extrait d'une vidéo que tu as réalisée au Niger récemment. Tu as commencé la danse à Lyon, tu as participé à beaucoup de compétitions, tu as gagné tous les titres qui existent. Et depuis quelques années, maintenant, tu as pris ta retraite des compétitions depuis 2014-2015, je crois, et tu parcours le monde comme un voyageur vagabond. C'est ça, ouais. Comme un samouraï de la danse. Ouais, sac à dos et on y va. Tu vas rencontrer les autres danseurs pour échanger sur la danse, faire des stages et aller dans des endroits dont on ne connaît pas forcément les danseurs. Ça, c'est pour resituer un petit peu ce qu'on a vu au Niger. Mais pour aussi que les gens resituent quelle importance, toi, tu as dans la danse hip-hop, je propose de regarder un extrait d'une émission qui a été tournée ici, l'an dernier, chez Click. C'était avec Soul King. Soul King, le rappeur-chanteur, qui a aussi une facette que les gens connaissent moins. C'est un grand danseur de hip-hop. Et on lui a montré un petit extrait de ce que tu faisais pour que les gens comprennent un peu ce que tu représentes. On va voir sa réaction. Ah ouais, Lilou, frère. Il m'a beaucoup inspiré, Lilou, là, quand je faisais du break et tout. Il m'a beaucoup inspiré. Au jour d'aujourd'hui, je le vois, il me follow, on se follow sur Instagram, on se parle des fois, il me soutient, il like ce que je fais, il envoie, il partage et tout. Et ça fait un grand plaisir parce que quand j'étais danseur, c'était ma légende, lui. Oui. Tu vois à peu près ce que je veux dire? C'était ma légende. Et aujourd'hui, quand je fais de la musique, je vois que lui, il kiffe ce que je fais et tout. Et qu'il représente cette génération issue de l'immigration, génération algérienne issue de l'immigration en France qui a réussi dans son domaine. Et ça me fait plaisir parce qu'il est allé tellement loin, championnat du monde plusieurs fois, Red Bull All-Star, maintenant il est jury dans plein de battles. Lilou, de Lyon. Big up Soul King, franchement, toi aussi, gros respect. J'ai toujours les vidéos de toi quand tu dansais au Bled aussi, là. Je les aime, mais ça arrête avec la musique et on est ensemble, frérot. Ça fait 20 ans, 24 ans même que tu danses. C'est vrai que tu as commencé en découvrant l'hip-hop avec Benny B. Bah ouais, c'était Benny B, il y avait de partout, il y avait des phases de Le Moulin, tout ça, et voilà, les pas de hype et tout ça, ouais, c'était vraiment les débuts. Je devais avoir 6-7 ans quand il y avait Benny B. Non, j'ai dansé très jeune, j'ai dansé très très jeune. Je me rappelle, moi j'ai des souvenirs, je suis à l'école primaire sur le bac à sable, et je me rappelle, je courais, j'essayais de faire des saltos avant, ou j'essayais de faire le moulin, mais c'était sur les bacs à sable, collège pareil, ça s'entraînait sous le préhaut, partout. T'avais déjà peur de rien, quoi. Tu te jetais. C'est pas que j'avais peur de rien, mais j'aimais bien faire je sais pas, bouger mon corps, faire des capacités, des trucs, des moves, tu vois. Les films de kung-fu, les Shaolin. J'aimais bien être agile, courir de partout. Et justement, oui, tu as commencé par la danse, tu faisais aussi des arts martiaux en parallèle. Ouais. Tu as été ceinture noire de kung-fu à 16 ans. Et justement, dans ton style de danse, ce qui a frappé les gens, c'est que tu mélangeais un peu toutes ces influences. Tu fais beaucoup de gestes acrobatiques, des saltos, des contorsions. Pour moi, la danse, c'est comme je dis, c'est un moyen d'expression. Là, il s'exprime par le rap, moi je m'exprime par la danse. Donc mon moyen d'expression, c'est la danse. Et ta danse, c'est un reflet de toi-même, tu te mens pas. Je veux dire, là, tu te dévoiles, tu bouges ton corps devant quelqu'un, tu te dévoiles. Donc il ne faut pas avoir honte de soi. Et comme je dis, chaque danseur est unique. Et moi, ça fait partie de mon histoire. J'ai fait 12 ans de kung-fu. Et ben, dans le kung-fu, tu apprends les sports de combat, tu apprends la souplesse, tu apprends à répéter des mouvements. C'est pareil d'avoir un professeur et que tu répètes ton mouvement une 50aine de fois ou 100 fois pour avoir ce mouvement en réflexe. Et ben, c'est des méthodes de travail que j'ai mis aussi dans mon break pour acquérir des mouvements, la mentale de la compétition. Apprendre à gagner, apprendre à perdre. Si le mec il est fort en pied, ben, tu bosses avec les poings ou vice-versa. Enfin, mais voilà, c'est ton vécu. Si je danse des fois, je fais de la danse arabe
quand j'arrive en battle où je me retrouve à faire du popping alors que je fais du break, normalement, c'est 2 catégories différentes. Popping, c'est la danse debout. avec C'est de des la danse blocages. debout, voilà, ce qui normalement. Et moi, je suis plus breaker, donc je fais ce que j'ai envie de faire et ta danse reflète qui tu es. Voilà. On va expliquer un peu aux gens cette époque-là, qui est la fin des années 90, début des années 2000. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet. Le seul moyen de connaître des styles de danse, c'était de trouver des cassettes VHS. Et toi, tu racontes que les VHS, elles mettaient trop de temps à arriver à Lyon. Elles étaient à Paris, mais elles ne descendaient pas jusqu'à Lyon. Et que donc, vous avez dû inventer votre propre style. Ouais, quand je dis propre style, c'est un bien grand mot, mais ouais, les informations, c'était pas l'ère de YouTube, donc les cassettes vidéo, elles arrivent des States à Paris. Le temps qu'elles arrivent, nous, on n'était pas connectés. Moi, j'étais un gamin, donc il y avait peut-être 1 ou 2 têtes à Lyon qui avaient des cassettes vidéo, mais il y en avait, ils les cachaient. Il y en avait, on les avait des fois 2 ans après, parce qu'aussi les Parisiens avaient toutes les infos. Mais voilà, c'était pas l'ère d'Internet, il n'y avait pas les Messenger, il n'y avait pas tout ça. Donc pour être et du coup, à Lyon, c'était les power moves. On voyait que des Power Move, c'est les grands acrobatiques mouvements avec des amples, rotations. voilà, tourner sur la tête, sur la main, les coupoles, tout ça. Donc Les gestes de gymnastes comme le c'est Thomas. ça. Et d'ailleurs, les Lyonnais, ils nous appelaient les gymnastes parce que entre guillemets, il y avait aucun flow, pas de style, mais un gros niveau technique. C'est vrai que Lyon a toujours été une ville de techniciens. On était moins dans la sape, tout ça et tout, alors que ça faisait partie de la culture du break et du hip-hop, tu vois. Mais nous, on n'était que dans la technique. Voilà, il fallait qu'on vole. J'ai une question qui me travaille depuis des années. Comment ça se fait que les Lyonnais soient si forts en danse et qu'ils n'aient pas émergé en rap? Je sais pas, ça commence à émerger là maintenant en rap, mais c'est vrai que je prends tout le temps cet exemple-là. Quand je parle du hip-hop, il y a le break a percé de ouf par rapport aux autres disciplines, même dans le son et tout, ça va dans la prod ou dans le DJing, mais c'est vrai que dans le rap, si on doit comparer au break, on a mis la barre haute. Hein. Vous étiez trop physique, vous étiez plus physique que littéraire à Lyon. Ouais, on va dire que Paris-Marseille dans le rap, c'est Lyon-Paris dans le break. D'accord. Voilà. Ouais, c'est une bonne J'ai analogie. dit Lyon en premier, petite dédicace. Tu commences en 1997, tu as 12-13 ans quand tu fais tes premiers spectacles. À l'époque, tu es tellement petit que pour te faire venir sur scène, ils te planquent dans un sac de sport et tu sors du sac de sport comme un diable. Ouais. Ouais, on avait vu ça en Battle of the Year 97, un mec, voilà, c'était les débuts, nous on avait le mec qui sort d'un sac, il tombe sur la tête, on a dit vas-y on va faire ça. Et du coup on avait repris le même délire, je rentrais dans un sac et c'était même des techniques de fraude, j'ai envie de dire, quand on était plus jeune. Voilà, de se mettre sous des sièges et tout ça pour bouger dans les battles, parce que c'est pas. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de battles. Ouais. Il n'y avait pas des posts Facebook pour savoir la localisation et à quelle heure c'était. Donc il y avait. Enfin, tous les moyens étaient bons pour se cacher quelque part. Voilà. Mais c'est vrai que je dirais que quand je dansais, j'étais tout petit avec des grosses lunettes, une grosse touffe aussi. Il y a des sacrées images, j'espère que vous ne les avez pas. Et on a une photo de toi quand tu étais petit derrière. Yes. Tu regardes disais l'attitude déjà. Ouais, B-Boy Stance. C'est ça. Tu disais que justement le fait d'être petit et d'avoir des lunettes, c'est quelque chose qui t'a aidé à devenir plus fort. Bah ouais, parce que faut savoir bomber le torse. Et voilà, comme je dis, je suis petit, des lunettes, mais j'ai appris aussi à m'accepter moi-même, je suis comme ça. Mais t'as des mecs qui sont baraqués, ils arrivent, ils ont une toute petite voix. C'est pareil, donc moi j'étais petit lunettes, mais comme je dis, j'étais un petit pitbull, c'est un petit animal, mais bien énervé. En 98, il y a un Battle of the Year, qui est la compétition mondiale annuelle dans laquelle des groupes de danseurs se rencontrent pour se défier. Ouais. Et pour la première fois, la France envoie une délégation qui est une espèce de Dream Team sélection nationale, composée de plusieurs groupes, enfin de membres de plusieurs groupes, ça s'appelle The Family, et ils gagnent. Et toi, tu dis que c'est une inspiration incroyable pour toi à ce moment-là, de voir que des Français peuvent arriver au niveau des Américains. C'est clair que moi, ça, ce groupe, ce battle, il m'a marqué parce que tu vois la France face aux États-Unis. C'est France-Brésil dans le foot. C'est les mecs, c'est eux qui ont inventé ça. Là, c'est Rock Force. T'as les mecs qui sont là, ils sont arrogants, provocateurs. Ça balance des phases de ouf. Et ils étaient habillés comme moi, survêt, basket. Je sais pas, il y avait des Noirs, des Arabes, un Blanc. C'était. Moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça les battles en fait. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire des battles. De savoir prendre des moves et du coup aller vers quelqu'un, le provoquer. En gros, on va se taper, mais avec nos moves en fait. Et à la fin du battle, bah vas-y, merci pour le. Comme deux boxeurs, ils se mettent des pêches et à la fin, check. Justement, à ce battle-là, il y a un style très français qui apparaît. Comment tu le définirais, le style des danseurs français ? En tout cas, à cette époque. À cette époque-là, je le définirais à la Karim Barouche. Donc, Paix à son âme. Qui
C'est un très grand danseur. Ouais, je parle de The Battle, mais ce battle-là, Karim Barouch, c'était son épopée et il a vraiment inspiré beaucoup de gens, toute une génération, tout comme moi. Et voilà, et même il est dans le monde entier, tout le monde parle de Karim Barouch et de son flow. Voilà, c'était Like Water. Voilà, donc paix à son âme, Karim Barouch, il a vraiment influencé toute une génération. Il a été légende, never die. Exactement, c'est un membre d'Actuelle Force qui nous a quittés il y a quelques mois, en octobre 2019. Exactement. Tu parles de flow. Comme tu l'as dit, à Lyon, vous aviez un style très acrobatique dans ce qu'on appelle les power moves. Karim, il mélangeait un peu tout, il était très fluide, il avait ce qu'on appelle du passe-passe au sol, des passes très fluides avec beaucoup d'attitude. Aujourd'hui, ça a changé avec Internet et YouTube. Tout le monde a accès à toutes les vidéos. Quand un danseur invente un mouvement, la minute d'après, tout le monde le voit sur Internet. Comment on continue à être original et à créer dans ce cadre-là? À ne pas trop regarder Internet. Un mec qui fait un move aujourd'hui, t'as 100 mecs qui vont le faire, qui va faire le meilleur move? Et maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas apporter à ce move-là? Parce que tu peux faire 15 rotations sur la main, mais si le mec d'après, il en fait 17, c'est la même chose. Mais si toi, t'en fais 4 dans une position toute différente et que toi, t'as apporté ta petite touche, là, ça change. Comment tu définis un bon danseur pour toi? Pour moi, un bon danseur, c'est un mec qui a un peu de tout, qui sait danser sur la musique, qui a un charisme, qui a de la présence. Quand il monte sur scène, tu sens que le mec, il est là, il dégage quelque chose, qu'il y a de la technique. Quand je dis la technique, c'est des mouvements percutants, aériens, voilà, que ça soit fluide quand il danse, que ça soit comme un tableau. Et voilà. Et un mec qui respecte les autres aussi. Tu parles de provocation et de bon danseur. Je pense qu'on peut dire sans trop se mouiller que t'en es un. Ouais, moi je suis un provocateur dans l'âme, je l'assume complètement. Mais surtout, je veux dire un très bon danseur. En 2005, tu remportes le BC One, qui est la plus prestigieuse des compétitions 1 contre 1. Tu remportes la ceinture. L'année d'après, tu es censé rentrer la ceinture, un boxeur. Mais il y a une histoire autour de ça. Tu peux nous raconter cette histoire? Ouais, c'est que j'ai remporté le championnat du monde en 2005 et la ceinture, ils m'ont dit qu'il faut la rendre en 2006. Donc j'ai dit non, tout simplement. Après, bon, ça allait un petit peu plus loin que ça. On la voit, la ceinture, elle est trop belle. Donc, je sais qu'ils ont été très insistants pour récupérer la ceinture. J'arrive, j'ai la vingtaine, je remporte le championnat du monde. On me donne un objet comme ça que je ramène à la maison. Et quelques mois avant, j'ai dit à mon père, j'arrête l'école, j'ai envie de devenir danseur. Bien sûr, les parents et les frères et sœurs étaient contre. Et au final, j'ai réussi à arrêter. J'ai eu mon bac et je ramène ça à la maison. Pour moi, c'est mieux que le bac. Donc je le pose à la maison à mon père. Et voilà, et on me dit 1 an après, il faut le rendre. 1 an après, quelques mois après, des coups de fil et des mails. Et j'ai dit que la ceinture était en Algérie, dans la montagne, chez ma grand-mère et qu'il n'y avait pas d'adresse. Donc ils ne pouvaient pas envoyer UPS ou FedEx ou la récupérer. Donc voilà, et au final, en fait, elle était à Lyon. Et au final, elle est toujours chez moi. Voilà. Et j'en ai rajouté une deuxième à la collection. Tu n'as pas non plus voulu la rendre et suite à ça? Ça a changé la règle, justement. Ça a changé la règle parce que du coup, ça arrive en 2005. Et finalement, jusqu'à 2009, il n'y avait toujours pas eu de ceinture. C'était des trophées faits par les, entre guillemets, design locaux par rapport à Paris, Tour Eiffel, tout ça et tout, avec toujours le logo de la compète. Et en 2009, ils ont décidé de faire une nouvelle ceinture. Et, pas de chance, t'as encore gagné. Par vainqueur. Voilà, ils ont dit, on change la règle, maintenant, voilà, il y a une ceinture par vainqueur, et par édition. Et j'ai dit, salut, est-ce que je peux participer? Merci, j'ai récupéré la ceinture, j'ai regagné. Et c'est ce qui fait la petite histoire de ces 2 ceintures. Voilà. Une de tes passions, c'est de voyager le monde. T'en es à 96 pays visités dans le monde. Ouais. Là, aujourd'hui, j'en suis à 96. Bientôt, ça va vite monter à 97 dans moins d'1 mois, là. On voit sur la carte les pays que tu as explorés. J'appelle ça l'épidémie. Ouais. Ouais, donc super content d'avoir fait aujourd'hui 96 pays. Pour le chiffre aussi, j'en suis à mon 7e passeport, donc écoulé par rapport au visa et tout ça. Donc 2 passeports algériens et 5e passeport français. Et ouais, aujourd'hui maintenant, c'est un kiff de voyager dans le monde. Voilà, tu veux t'apprends des personnes, différentes cultures. Moi qui viens d'une banlieue qui a la culture franco-algérienne. Et là, tu parcours le monde, tu arrives en Afrique du Sud, tu apprends qu'il y a 12 langues locales officielles, alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Je me retrouve au Pérou, dans les montagnes, à danser avec des gars. Et on ne parle pas la même langue. Les gars, ils ne parlaient pas anglais. J'ai passé 4 jours avec eux. C'était fantastique. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, le break, je trouve que c'est pas assez médiatisé. Tu vois. Et puis surtout, c'est un langage universel. C'est universel. Comme je dis, j'ai fait 96 pays, il y a des danseurs dans le monde entier. Et c'est pas assez médiatisé, c'est pas mis à sa juste valeur. Le temps qu'on met à l'entraînement, ce qu'on peut réaliser, toutes les personnes qu'on touche,
Voilà, c'est pas comparable avec d'autres disciplines. Je veux dire, mais c'est pas, on touche pas que les pays francophones, tu vois. Oui, toi, tu as des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément qui viennent de l'étranger. Tu es connu dans le monde entier. Tu as ta petite fiche Wikipédia en anglais. Bon, je sais pas. Ouais, mais tu as d'autres choses dont on va parler juste après. Moi, un truc qui m'a fait marrer, c'est que tu voyages tellement que parfois tu te trompes dans le nom des pays. Est-ce que tu peux m'expliquer cette histoire de Salvador qui apparaît à l'écran? Salvador, ouais, du coup, je devais aller au Salvador, El Salvador, Amérique centrale. Et du coup, quand elle a booké mes billets, elle m'a booké pour Salvador de Bahia. Mais moi, tellement je le voyage, je recalcule. Qui est une ville au Brésil. Qui est une ville au Brésil et qui est même dans l'autre hémisphère. Donc, Salvador de Bahia, c'est l'hémisphère sud, je devais aller dans l'hémisphère nord. Donc, je me suis carrément trompé d'hémisphère. Et en fait, je fais mes avions, mes connexions, et je regarde même pas le temps de vol, je passe par où, je suis tellement dans les avions que je ne calcule plus ça. Donc j'arrive, je dors, j'essaie de regarder des trucs, des films, et j'atterris, je vois tout le monde parle portugais, je vois que je suis pas dans le bon pays. Et voilà, ça fait partie des anecdotes d'un globe-trotter. Et après, du coup, j'ai dû reprendre 3 avions pour retourner là-bas, donc du coup, j'ai mis 48 heures pour arriver à destination. Tu en es à 96 pays, bientôt 97. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'obsède? Un voyage que tu as fait ou un voyage que tu aimerais faire? Franchement, j'aimerais bien aller danser au Groenland. Faut que tu te dépêches. Ça risque d'être difficile, mais justement, pourquoi pas faire un spot publicitaire, voilà, petite annonce, mais en termes de contenu. Mais moi, j'aime bien les contenus un peu différents, tout ça, et voyager de partout et dire je suis parti là-bas. Mais genre le Groenland, j'aimerais bien y aller. Comme je dis, j'ai voyagé de partout dans le monde, j'aime bien les terrains connus. Il y a des b-boys au Groenland? Franchement, je sais pas. B-boy inuit? Peut-être, il y a moyen de donner un stage et on le retourne dans 10 ans. Il y a toute une équipe. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler d'une initiative dont tu es co-organisateur. Ça s'appelle les Héros des Hostos. Exact. Ce sera début février à Lyon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Les Héros des Hostos, c'est un événement caritatif, voilà, qui vient d'un malheureux. Enfin, l'idée vient de Georges qui a vécu un malheureux événement. Georges qui est mon cofondateur du groupe Pokémon, qui est mon pote d'enfance aussi. C'est plus de 20 ans d'amitié. Et qui a perdu son fils à l'âge de 7 ans suite d'une maladie infantile. Et du coup, il a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Le petit, c'était la mascotte du groupe. Voilà, il s'appelle Calice. Ouais, Calice, paix à son âme. Et du coup, qui est parti avec le sourire et qui a toujours gardé sa pêche, en fait, malgré la maladie et son sourire. En fait, il nous a donné vraiment une leçon de vie. Et du coup, avec Georges, son père, il a décidé de faire un événement pour rassembler les gens autour de la cause, mais pas être en pleurs autour de la cause, mais plutôt en rire comme le voulait Calice et qui était tout le temps avec le sourire et la pêche. Donc avec nos contacts et nos amis, on a organisé une première édition. Enfin, Georges a organisé une première édition, il y avait Medine sur la première édition et tous les fonds sont reversés à l'hôpital où était Calice et d'où on agit pratiquement, je ne vais pas dire une fois par mois, mais très souvent on apporte des activités aux enfants là-bas, donc qui savent un peu, sourire. Et cet événement est pluridisciplinaire, donc il y a du rap, il y a de la danse, il y a de la magie, il y a une vente aux enchères folle en mode street, c'est-à-dire que les huissiers, c'est John Rachid, le youtubeur, et Herman, le humoriste lyonnais aussi, donc ça part dans tous les sens. Et vous vendez quoi? Des tableaux street art, donc on a eu pas mal d'artistes, on a eu JR aussi il y a 2 ans qui nous a donné une lithographie, on a El Cid qui fait de la calligraphie aussi, donc on appelle vraiment les amis, Birdie, il y a beaucoup de personnes, il y a Fianso qui est venu aussi, Bounaimin, Kerry James, Medjin, Lefa, enfin vraiment beaucoup de monde et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et je trouve que des actions comme ça, donc c'est pas assez médiatisé. Pour donner un petit chiffre, un groupe de potes en petite association qui ont pu réussir à récolter plus de 50 000 euros. 50 000 euros, vous avez... Ah ouais, pour l'instant, ça fait 4 éditions. On a récolté plus de 50 000 euros qu'on a reversé à l'association Appel, mais pourtant on galère à avoir de la médiatisation, que les jeunes nous prennent au sérieux, et tout ça c'est fait en indépendant, c'est-à-dire on remplit le transborder, il y a 1000 personnes, c'est sold out tout le temps. Et là on fait la 5e édition, pareil, et on a notre com et tout ça, mais pour réussir à convaincre plus haut, c'est difficile. Voilà. Et pourtant, c'est des vraies actions qui sont menées et qui ne sont pas mises en avant. Donc là, ça me fait super plaisir d'en parler. On est très heureux de relayer. Merci bien, parce qu'en tout cas, toutes les années, nous, c'est un événement qui est festif, familial, qui éduque les personnes et qui sensibilise par rapport à une cause. Et qui, comme on dit, la place, elle est à 15 €, mais
Cette année, tu as du Medjin, du Fiacho, du John Rachid, tu as BC Red Bull, BC One All Star, Junior et moi qui vont être sur scène, Street of and Friends. Enfin, il y a du monde. Et dans la joie et la bonne humeur, et tu participes à une bonne cause. Voilà. Et je trouve que c'est très hip-hop. Depuis le début de l'interview, on parle de danse, mais on parle surtout de hip-hop. Et une des valeurs principales du hip-hop, c'était ça à la base. C'était l'entraide et aider les gens de quartier à trouver des solutions différentes à leur vie. Exactement. Et comme je dis, moi, le hip-hop, ça m'a appris beaucoup de choses. Hein, ne serait-ce que le break, respecter autrui, le respect des horaires, de se dépasser soi-même, de l'entraide. Et comme on dit, avant, c'était vraiment hip-hop. Le mec, il venait d'une autre ville, il arrivait à Lyon, il se faisait héberger. Toi, pareil, t'allais dans une autre ville pour un battle ou quoi, le mec, il t'hébergeait, il n'y avait pas, je t'envoie un message WhatsApp ou quoi. Hein. Ça se retrouvait, tu fais quoi, j'arrive de là, vas-y, viens, dors chez moi. Enfin, et c'est pareil, l'entraide dans le hip-hop, je trouve, ça c'est... Je vais pas dire ça c'est perdu, mais nous, l'événement, il est vraiment... il est hip-hop. Tu parles des tournées de break où tu es hébergé chez les potes. Moi, je voulais parler d'une tournée où tu n'étais pas hébergé chez les potes, où c'était un peu l'opposé en termes de budget. Ouais, tu as été chorégraphe et danseur sur la tournée de Madonna. C'est ça. En 2012, MDNA. C'est celle-là. Ouais. Donc ça, c'était... Toi et Brahim Zaïbat. Exactement, Brahim Zaïbat, qui était son copain de l'époque, et moi qui est le pote à Brahim Zaïbat. Donc là, les vidéos qu'on voit, en fait, c'était pendant les sessions répètes. Voilà, c'était une tournée, c'est du Big Prod à l'américaine. Ouais, j'étais content d'être danseur et d'avoir chorégraphié un tableau. Donc voilà, sur le CV, chorégraphe de Madonna, ça fait plaisir. Et ça, on était trop en cum de break. Du coup, rien qu'on s'entraînait pendant les sessions. Vas-y, viens, on met du son, viens, on se filme. Parce que les gens, pareil, ouais, ils sont partis en tournée. Les gens, ils sont plus là. Et ils sont plus de ce monde-là. Ils sont dans la haute sphère. Mais non, les tricks sont là, les amis. Et surtout, ça t'a donné l'occasion aussi de jouer à la mi-temps du Super Bowl, qui a été la mi-temps du Super Bowl la plus visionnée de tous les temps. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Il y avait 114 millions de téléspectateurs à la mi-temps du Super Bowl. 114 millions. Ouais. C'est presque ce que fait Click en audience. Chapeau Click. Faut pas passer au Super Bowl, alors faut aller chez Click. Franchement, sacré chiffre. Moi, c'était l'une de mes plus grosses expériences. Comme je te dis, quand tu rentres dans le stade, ça grouille. T'es là, t'es en live. Nous, on avait des portées avec Madonna et tout ça. Donc, on dansait sur des escaliers, on avait un numéro. Fallait pas se planter, comme tu dis. Je sais pas combien de millions de vues ça fait, ces trucs-là, en direct. Donc, fallait pas se louper. Et la pression, elle était comme ça. Et c'était un truc de fou. T'avais quand même la pression, malgré les battles, malgré tout. T'as toujours la pression. Même quand je fais des battles aujourd'hui, j'en fais moins. Mais quand tu montes sur scène pour n'importe quoi, t'as toujours un brin de pression. Le mec qui te dit que je suis pas de pression, il est pas humain. On n'est pas des robots, on a un cœur, on a des sensations. Si je rentre, je me casse la cheville ou je tombe, je me rate, ça met la pression. Mais après, comme tu dis, il y a l'expérience et la confiance en soi et tu fais les choses automatiquement. Mais là, sur un Super Bowl, c'est pas automatique. Hein. Je le fais pas tous les dimanches, le Super Bowl. C'est pas comme si tu me dis, tu fais un show à la MJC, vas-y, viens, fais plaisir aux jeunes. Ah non, c'est pas pareil. Tu as eu l'honneur d'être un personnage de jeu vidéo et tu as aussi eu l'honneur d'être dans un film au cinéma, dans Street Dance 2. C'est quoi le plus rigolo, d'être un personnage de jeu vidéo ou d'être dans un... Je vais te dire la vérité, les deux, c'est mes personnages. Ouais, c'est toi en fait. En fait, parce que le jeu, c'était là, ça c'est un gros kiff. T'es là, t'as une jaquette, c'est toi sur la jaquette, tu prends ton personnage. C'est ton FIFA du break. Ouais. Tu prends ton personnage, il est déjà créé, tu sais que le monde entier choisit ton personnage, c'est toi qui as choisi le look, c'est moi qui ai fait les mouvements, donc et tu vois autre chose, le break, comme je dis, moi je Puis s'il se casse la gueule, c'est pas de problème. Quoi. Ouais, mais en plus, moi je jouais jamais avec moi, je galérais. Je prenais les mecs qui faisaient justement tous les grands power moves et tout ça. Et le film aussi, pareil, quand ils m'ont envoyé le script, le mec, il était là avec un t-shirt I Muslim, don't panique. Le mec vient de Lyon. J'ai dit, en fait, vous avez fait mon personnage. Et à la base, le personnage, il lui avait donné un autre prénom. Et je leur ai dit, mais justement, c'est moi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a marqué Ali. Et je leur ai dit, si c'est mon personnage que je fais, donc autant lui donner mon vrai nom. Moi, je ferai le rôle à 100%. Donc, ouais, c'est deux grands kiffs, ça, un mec qui a commencé la danse au centre social. Et je me retrouve sur une affiche d'un film international et le personnage, il porte mon nom. Donc, voilà. Ta carrière elle est tellement dingue que une grande marque a consacré un site qui retrace ta carrière sur plus de 20 ans. Là, on l'a vu sur l'affiche, on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais justement, tu as été un des premiers breakers à être très militant. Tu es monté au championnat du monde avec un t-shirt de la marque LSA créé par Medine et Alassane Konaté, qui dit « Un Moussim dans de panique ». C'était à New York, ça a été un message qui a choqué les Américains. Et en plus, tu allé très loin dans cette compétition. Ouais. On parle de compétition, ce sera ma dernière question. En 2024, les Jeux Olympiques de Paris vont recevoir le breakdance en exhibition. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Moi, je dis que c'est un truc de fou. C'est un art qui vient du Bronx, hein, qui vient des ghettos américains et qui, en peu de temps, voilà, on a quoi, la quarantaine d'années, même pas, qui en peu de temps arrive aux Jeux Olympiques. Et la première fois que le break va être accueilli aux Jeux Olympiques, ça va être accueilli à Paris. L'un des pays qui est un gros pays fort du monde du hip-hop et du break, là, parce que là on parle du break. Donc franchement, c'est un truc de ouf. Comme je dis, c'est un battle en plus. Si t'aimes pas, bah, tu le fais pas, mais qu'est-ce que ce titre, avoir la médaille olympique. Et voilà, quand t'arrives là, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de la ceinture, j'ai ramené la ceinture à mon père, j'ai dit, regarde papa, j'ai gagné le Red Bull BC1. Où tu parles là, tu arrives, tu dis, j'ai une médaille olympique. Auprès de n'importe qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis champion olympique. C'est quelque chose. Voilà. Après, on verra comment ça va être organisé, de quelle manière ça va être fait. Mais pour la culture, pour le break, personne n'y peut nier que c'est un truc de ouf. Donc, c'est une victoire médiatique aussi. Ah ouais, c'est une victoire médiatique et ça va permettre à d'autres marques, d'autres médias de regarder un petit peu plus le break et de médiatiser le break. Après, justement, de là, on peut montrer les vraies valeurs, les vrais trucs. Comme je dis pas que c'est pas les vraies valeurs, les Jeux Olympiques. Mais je veux dire, il y a tellement de choses dans le breakdance, tellement de... Là, c'est juste une compétition. Voilà, entre fédérations, interfédérations. Mais le break, il y a vraiment beaucoup de choses et au moins, ça va pousser les gens à apprendre mieux de notre culture. Lilou, merci. On se retrouve au Héros des Hostos le 2 février au Transborder à Lyon. Et début avril, tu organises aussi le Battle de Vaud à Lyon. Merci beaucoup. Merci bien. Dédicace à Street Off, ton collectif. Dédicace à tout le monde. Et dédicace à personne, fallait être là. Ciao. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.